Conseil national de transition présente La France libre. Les lundis, mercredis et vendredis, 20h30, 21h30. La France libre. La Constitution et la République n'existent plus. Le Conseil national de transition est la seule autorité publique, légale et légitime représentant la souveraineté nationale du peuple français, en droit français et international. C'est une organisation déclarée à l'ONU. On rappelle, toutes les mesures Covid, y compris les inoculations soi-disant vaccinales, sont des expériences médicales ou scientifiques interdites par le droit international. Il s'agit de crimes contre l'humanité. Toute personne qui vous impose le masque ou vous menace de PV ou de vous licencier pour non-respect d'une mesure Covid commet un crime contre l'humanité. Pour connaître vos droits et les faire valoir, informez-vous. www.conseilnational.fr. Rejoignez gratuitement le CNT sur www.conseilnational.fr. Nous sommes heureux de vous accueillir avant le week-end, un week-end qui sera forcément chargé de mouvements sociaux pour la liberté et contre le pass sanitaire. Soyez les bienvenus dans la France libre, nous sommes le CNT, Conseil national de transition. Bonsoir Philippe, bonsoir Bruno. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, quoi de neuf dans l'actualité en ce moment? Eh bien, ma foi, il y a quand même des choses intéressantes qui sont en train de se dérouler. Moi, je pense notamment à des actions que nous avons mises en place au sein du CNT concernant l'avertissement fait aux personnes qui sont notamment des directeurs d'établissements scolaires. Ces directeurs d'établissements scolaires, eh bien, ils ont la responsabilité de faire en sorte que la vaccination des enfants, elle puisse se faire dans les meilleures conditions. Alors, elle est donnée par l'État. Il y a quelquefois des vaccinodromes à l'intérieur des cours d'école. Et puis, il y a bien sûr des parents qui sont absolument volontaires pour que leur enfant se fasse vacciner, pour qu'ils puissent bénéficier d'un tas de choses. Et puis, il y a quelques parents qui sont pas forcément majoritaires, qui sont à l'opposé, tout à fait de vent debout à l'idée que leurs enfants soient vaccinés. Donc, ce petit monde se regarde un petit peu en chien de faïence. Et puis, le directeur d'établissement, il fait ses choix. Et comme il est poussé dans le dos par un gouvernement qui pousse à ce que les vaccinations soient les plus nombreuses possibles, tout naturellement, il est enclin à dire on va vacciner tout le monde et puis c'est tout, quoi. Et puis arrive la solution pour les personnes qui ne souhaitent pas que les enfants soient vaccinés au travers d'un courrier qu'on a intitulé, nous, une mise en demeure. C'est une mise en demeure qu'on adresse à un chef d'établissement ou qu'on peut adresser également à un recteur ou à tout chef d'entreprise qui aurait envie de prendre l'initiative d'obliger à la vaccination, ce qui n'est pas dans leur prérogative ni aux uns ni aux autres. Et on envoie ce courrier. Dans ce courrier, tout simplement, la personne, elle est informée. Alors, elle est informée de quoi? Elle est informée des risques qu'elle prend si, par hasard, elle décide d'obliger toute personne à se faire vacciner, que ce soit un enfant ou un adulte. Et ces risques-là, ma foi, 9 fois sur 10, pour pas dire 99 fois sur 100, elle n'est pas au courant. Elle pensait véritablement que elle était poussée dans le dos par l'État français qui la couvrait pour l'obligation vaccinale. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit quand on écoute bien les personnes du gouvernement, elles ne disent jamais la vaccination est obligatoire, mais elles disent quelquefois notre objectif, c'est que 95% de la population soit vaccinée. Alors, c'est très pervers parce qu'on entend dans le cerveau, c'est obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. Il restera 5% de tolérance pour des gens. Alors, on ne sait pas d'où ils sont, qui ils sont, hein, mais ceux-là, ils sont pas vaccinables. Bon, d'accord. Mais il y en a 95% qui vont l'être. Donc, le chef d'établissement, lui, conclut que c'est obligatoire. Et comme il a en plus sur les épaules la pression des parents dans un lycée, par exemple, dont les enfants sont vaccinés, les parents disent, j'espère bien, monsieur le directeur, que vous ferez en sorte que les 3, 4 ou 5 élèves qui ne sont pas encore vaccinés le soient très prochainement.
Point d'exclamation. Et là, le directeur, il dit oui, oui, pas de problème. Mais là, il reçoit une lettre. Il reçoit une lettre d'un des parents de ses enfants et dans cette lettre, il a écrit tous les risques qu'il prend s'il prend l'initiative de cette vaccination. Et là, il dit, bah mince, je risque quoi? Je risque d'être mis au banc des accusés de crimes contre l'humanité. C'est ce qu'on écrit dans ce document. Et crimes contre l'humanité, ça va chercher dans les combien? Ça va chercher dans les beaucoup, quoi. Donc, naturellement, bah, ce monsieur ou cette dame se tourne vers ses hiérarchies, ce qui est normal, et dit, qu'est-ce que je fais, monsieur le recteur? Qu'est-ce que vous feriez? Ah ben, c'est vous le patron, c'est vous qui décidez. Ah, c'est moi qui décide? Alors, si c'est moi qui décide, c'est très simple. Je décide de mettre tout le monde dos à dos et je décide que chacun fait exactement comme il lui plaît, quoi. Et moi, je ne suis pas ni vaccineur, ni médecin et encore moins politicien pour dire ce qui est bien dans les règles. Voilà, donc je ne fais pas, tout simplement, je ne fais pas. Et voilà, et c'est comme ça que ça s'est passé dans un établissement scolaire où l'un de nos adhérents, sur mon secteur d'ailleurs, a envoyé sa fille et il a envoyé aussi cette lettre. Et alors que sa fille n'était pas vaccinée, eh ben, elle a plus d'ennui, elle n'est plus pourchassée, on ne lui pose plus de questions, on lui demande plus quand est-ce qu'elle va se faire vacciner et on lui demande même pas de porter le masque. Tout va bien, quoi. Tout va bien pour cet enfant et y compris pour les 2 ou 3 autres enfants qui jusqu'à maintenant étaient un petit peu chahutés parce qu'ils n'étaient pas non plus vaccinés, quoi. Voilà, donc dans cette école, dans cet établissement, on a résolu le problème par une lettre. Et cette lettre, en fait, elle n'est pas c'est pas une lettre d'accusation, c'est une lettre d'information, tout simplement. On ne met pas les gens dans un porte-à-faux. On leur dit simplement, savez-vous que vous risquez que si vous prenez telle mesure, etc. C'est un courrier que nous avons déjà lu ici, donc je ne vais pas le relire, mais simplement, j'ai plaisir à diffuser l'idée qu'il est en train, ce courrier, de porter ses fruits et que beaucoup de parents peuvent s'en inspirer et aller sur notre site, voir ce courrier, l'extraire, l'imprimer et l'envoyer à un responsable d'établissement, que ce soit un responsable d'établissement scolaire, que ce soit un responsable d'établissement hospitalier, que ce soit une entreprise. Voilà comment aujourd'hui on peut avancer avec une simple lettre et se parer d'un certain nombre de problèmes. Et puis parmi l'actualité aussi, je voudrais, pour rester sur le même sujet, dans un pays comme la Belgique, que j'ai eu la chance de traverser il n'y a pas beaucoup de temps, j'entends que dans les EHPAD, donc les établissements pour les personnes âgées, il est prévu à l'automne prochain une piqûre pour ou contre la grippe, tout simplement. Vous savez que chaque année, on a un rendez-vous avec la grippe, hein, comme on peut avoir rendez-vous avec d'autres choses. Et cette grippe, parfois, il semblerait, d'après tous les bruits qui courent, qu'elle va être terrible. Vous vous souvenez qu'on aurait dû aussi avoir un été de toutes les sécheresses. Alors on nous fait des annonces terribles. Et là, on nous annonce que cette grippe va être terrible. Et que dans ce vaccin de la grippe, dans les EHPAD de Belgique, je rappelle de Belgique, il est prévu que pour ne pas perdre son temps, on aura dans la même seringue la vaccination contre évidemment la grippe, mais aussi, tenez-vous bien, contre la Covid. Tout dans le même paquet. Alors maintenant, qu'est-ce que ce sera dans la Covid? Est-ce que ce sera un vaccin? Est-ce que ce sera une expérience médicale comme ça l'est toujours aujourd'hui? Est-ce que ce sera autre chose de connu, d'inconnu? Est-ce qu'il y aura une autorisation de mise sur le marché de ce produit-là, qu'elle soit provisoire ou qu'elle soit définitive? On attend les informations. Pour l'instant, c'est la Belgique. Alors, en général, ce genre d'aventure peut très bien migrer au sein de l'Europe et donner des idées à d'autres pays. On va être très vigilant qu'en France, eh bien, les forces publiques ne soient pas tentées d'employer la même méthode. Mais ça peut arriver. Voilà Philippe, ce que je voulais dire. Et puis, je ne vais pas tout à fait terminer. Il y a une information qui est importante, mais qui n'est pas vérifiée. Alors, vous savez qu'au sein du CNT, on aime bien avoir des informations vérifiées. On verra si on s'est trompé, on fera amende honorable. Mais il semblerait que, d'après nos sources, que Monsieur Édouard Philippe, ancien Premier ministre de la République, ait été entendu par la police ce matin, alors pour des faits qui ne sont pas précisés, mais c'est quelque chose que nous n'avons pas vu dans les médias mainstream, et nous verrons si nos sources sont bonnes, et on prend rendez-vous ici pour vérifier qu'elles l'étaient. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui par rapport à l'actualité. Je passe Philippe, la parole et je, la main. je suis Oui. étonné que tu parles du vaccin de la grippe, étant donné que la grippe en France a disparu depuis plus d'un an. Ah, alors là, tu me provoques, Ah là, oui. effectivement, tu me provoques sur un thème qui est intéressant. C'est que la grippe, effectivement, a été remplacée par la Covid. Tout a été marqué Covid à la place de grippe, puisque la différence entre les deux, c'est au niveau des symptômes, c'est un peu délicat. Et la différence est subtile. Et puis voilà. Mais justement, le retour de la grippe veut dire qu'on va à nouveau faire le distinguo entre la Covid et la grippe. Alors qu'autrefois, il y a un an en arrière, on ne le faisait pas, on ne le faisait plus. Et on assimilait l'un
à l'autre. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a t'as tout à fait raison de faire la remarque, qu'il y a à nouveau une perturbation au niveau du langage et qu'à nouveau, on s'apprête à faire les séparations entre les deux. Mais cette séparation, elle est toute théorique puisque dans la même seringue, on est censé mettre les deux produits. Est-ce que par hasard, ça ne sera pas le même produit pour les deux maladies? Et est-ce que par hasard, l'une de ces deux maladies ne serait pas l'autre? Hein, je pose la question. Voilà. Donc, je passe la main à Bruno. Merci pour la question de Sylvain. Merci Philippe, merci Sylvain. Alors, je voulais rajouter à ce que tu viens de dire qu'il n'y a pas seulement la grippe qui a disparu, mais toutes les formes de pneumonie. C'est bizarre, il n'y a plus de pneumonie non plus depuis 2 ans. Où sont-elles passées? Bizarre, bizarre, bizarre. Comme c'est bizarre, comme disait un grand acteur célèbre. Je vais commencer par vous donner une information importante. Demain sur Lyon, on a été informé par Alexandra en Lyon Code, comme quoi demain sur Lyon, il y a une marche, une chaîne humaine pour la liberté et la solidarité sur les quais du Rhône à 14h30. Donc, bienvenue à tous ceux qui sont informés, qui vont être informés, qui pourront aller sur place, parce que c'est encore un événement intéressant dans le cadre de la défense de nos libertés. Deuxième chose qui va nous amener à notre sujet d'aujourd'hui. Hier soir, sur BFM, on a assisté, je ne vais pas dire... je ne peux pas dire on a assisté à un cirque, mais on a assisté au théâtre de Guignol. On a assisté à un théâtre de Guignol hier soir entre deux personnes qui prétendent vouloir être à la tête de la République. Alors d'un côté, on a Mélenchon qui a vociféré, mais alors en permanence, et qui, lui, pour lui, veut ouvrir grandes les portes du pays. Et puis de l'autre côté, on a Éric Zemmour qui est beaucoup plus strict, tellement strict d'ailleurs qu'il n'a jamais changé de position et qui, lui, veut tout fermer. Alors, j'ai eu énormément, ne serait-ce que sur ma page de contact au VK, j'ai eu énormément de questions de personnes qui nous disent, et ces questions reviennent souvent, au CNT, que pensez-vous de la situation de la France au niveau immigration ? Donc, l'important, c'est que nous puissions en parler tout à l'heure et c'est pour ça qu'on a pensé faire un sujet bien précis, bien clair et pour que tout le monde puisse comprendre quelle est la position du CNT à ce sujet. Donc, Sylvain, maintenant, je te passe la parole. Merci Bruno. L'actualité en images, La République en marche croule sous les plaintes. Ceci est un secret de Polichinelle, sauf que maintenant c'est diffusé sur des chaînes mainstream. On va le regarder ensemble. C'est un déluge judiciaire sans précédent qui menace le gouvernement. Au moins 71 plaintes ont été déposées devant la Cour de justice de la République dans le cadre de la crise du coronavirus. Pas un ministre n'échappe à la colère des citoyens qui portent plainte en groupe, seuls, avec ou sans avocat. Au palmarès de ceux qui sont pointés du doigt, Édouard Philippe, le Premier ministre, mais aussi Olivier Véran, ministre de la Santé, et sa prédécesseure Agnès Buzyn. On retrouve également Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ou encore Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Ils sont accusés de mise en danger de la vie d'autrui, non-assistance à personne en danger, homicide involontaire. Les plaignants, des médecins, détenus, élus ou candidats aux élections municipales, dénoncent des mesures tardives pour endiguer la pandémie de Covid-19 et la majeure partie des plaintes s'appuie sur l'article 223.7 du Code pénal. Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant sans risque pour lui ou pour les tiers de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Et ce qui a mis le feu aux poudres, c'est cette déclaration d'Agnès Buzyn le 17 mars dernier dans les colonnes du Monde. Je savais que la vague du tsunami était devant nous. Le 30 janvier, j'ai averti Édouard Philippe que les élections ne pourraient sans doute pas se tenir. On aurait dû tout arrêter. C'était une mascarade. Une mascarade qu'elle a pourtant omis sur le moment de révéler aux Français. Fin janvier, Agnès Buzyn persiste et signe. Le risque d'importation du virus en France est très faible, pratiquement nul. Cette volte-face de l'ancienne ministre de la Santé tend à prouver que l'absence de mesures de lutte contre l'épidémie était
délibérée, d'où cette pluie de plaintes aujourd'hui contre le gouvernement. Contre Édouard Philippe et Agnès Buzyn, on retrouve celle des médecins qui dénoncent un mensonge d'État sur la question des masques et plus généralement sur la gestion de la crise. Pour nous protéger au cabinet, nous avons dû nous fournir chez des carrossiers. C'est tout de même incroyable d'en arriver là. Des stocks existent. Pourquoi les distributions ne se font-elles qu'au compte-gouttes ? Nous réclamons un véritable audit sur les stocks de masques. Il fallait agir plus vite et s'inspirer de l'expérience de la Chine et de la Corée du Sud. Réaliser des tests à grande échelle et procéder à un isolement ciblé, comme dans ces deux pays. On voit bien que c'est ce qui s'est révélé le plus efficace. Contre Christophe Castaner, candidat et militant Les Républicains montent au créneau après avoir été contaminés lors du premier tour des élections municipales, 2 jours seulement avant la mise en place du confinement. Même son de cloche dans les prisons où des dizaines de détenus ont porté plainte contre Nicole Belloubet. Aucune mesure sanitaire n'a été mise en place à l'exception de la suspension des parloirs famille pour protéger tant le personnel pénitentiaire que les personnes détenues. Aucun masque et gants de protection, aucun gel hydroalcoolique n'a été distribué. Les distances d'1 mètre préconisées dans le cadre de la campagne de prévention ne peuvent être effectives en raison de la surpopulation carcérale. Protégé par son immunité pendant toute la durée de son mandat, Emmanuel Macron est pourtant visé par 4 plaintes. Les procédures judiciaires devraient durer plusieurs années. Au-delà d'une condamnation, ces plaintes représentent surtout un enjeu politique. Le Sénat va d'ailleurs ouvrir une commission d'enquête. Le gouvernement aura la lourde tâche de prouver qu'il n'est ni responsable ni coupable. Ni responsable ni coupable, j'imagine que cette phrase va en faire rire certains. Un déluge judiciaire et la Palme d'Or revient à la répression en marche. Oups, République en marche. Alors Sylvain, moi je veux dire tout de suite quelque chose, en réponse aussi à certaines personnes qui nous ont dit qu'il ne fallait pas parler de ceux qui nous gouvernent, mais de ceux qui prétendent nous gouverner. Parce qu'en fait, quand on constate ce qui s'est passé, non seulement ces plaintes sont justifiées, mais nous, au CNT, on pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Mais ça, on ne le dira pas aujourd'hui. Je pense que bientôt, vous vous en rendrez compte. Voilà. Donc, en fait, non seulement ce sont des gens qui sont ni responsables, ni, je dirais, ni compétents, mais vraiment coupables. Voilà ce que je voulais dire. C'est bien résumé. Merci Bruno. Oui, et puis on peut préciser à quoi cette dame fait allusion quand elle parle de responsable et coupable ou pas coupable. On pense bien sûr à la fameuse affaire du sang contaminé des années 80-90 qui avait bouleversé le paysage politique français et qui avait rendu à l'époque Monsieur Laurent Fabius, qui était le Premier ministre ou ministre de la Santé, je ne sais plus. Je crois que c'était le Premier ministre parce que le ministre de la Santé, c'était une dame, j'oublie le nom. Eh bien, il avait été effectivement jugé coupable, mais responsable, mais pas coupable. C'était une notion nouvelle dans le droit français et qui a été ouverte à cette occasion-là. Coupable de quoi? D'avoir effectivement permis la circulation d'un certain nombre de poches de sang qui étaient contaminées par, on ne sait pas trop quoi, par le sida ou par quoi que ce soit. Et d'autre part, à ne pas être coupable parce qu'il n'était pas conscient qu'il y avait dans ses poches des choses dangereuses, tout simplement, pour le corps humain. Et bon, voilà, donc c'est responsable, oui, mais pas coupable. C'est-à-dire même pas mal, comme on dit dans les cours de récréation chez les enfants. Voilà, donc cette impunité va-t-elle continuer? Cette impunité va-t-elle faire l'objet d'une sorte de règle dans la politique française avec tout ce qui s'est passé autour de la VAX plus récemment? Comme l'a très bien expliqué cette journaliste de RT. Alors RT, Russia Today, si je ne me trompe pas, est dans son rôle en portant des accusations, venant justement d'un pays qui est la Russie, qui a son lot d'accusations nationales et internationales et qui, par jeu ou par normalité, nous renvoie tout simplement les questions à nous occidentaux et en particulier français sur la gestion de cette crise et les choses les plus étonnantes relativement à la gestion de cette crise. Et ce sont des journalistes qui font leur boulot et qui posent des bonnes questions tout simplement. Donc il n'y a pas de mauvaises sources, de bonnes sources pour envoyer des informations. Il n'y a que des bons journalistes pour les traiter ou des moins bons journalistes. Voilà. Donc je repasse la main à Sylvain qui va sûrement nous ouvrir les portes du sujet de ce soir.
Je voulais juste encore faire une petite parenthèse et dire que c'est la première fois, c'est inédit, mais c'est la première fois qu'on voit un gouvernement avoir autant de plaintes. Tous les vendredis soirs à 20h30, le Conseil national de transition présente La France libre. Des discussions, des rubriques, de l'information. Pourquoi migre-t-on ? Bien souvent, ce sont des causes mixtes qui poussent les personnes sur les routes de l'exil. Pauvreté, conflits, difficultés sociales et politiques, problèmes environnementaux. Il est bien difficile de savoir quelle a été la cause principale de la décision de départ. Par ailleurs, les causes de la migration sont souvent entremêlées. La pauvreté résulte des conflits et des crises politiques sociales. Certains partent pour des raisons économiques, ils sont à la recherche de meilleures perspectives socio-économiques et tentent de travailler à l'étranger. Ils sont confrontés à une extrême pauvreté dans leur pays et ne voient d'autres possibilités que de partir. Certains travaillent légalement tandis que d'autres n'ont pas de permis de travail et sont actifs dans l'économie informelle. Les migrants ne partent pas seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leur famille ou leur communauté. Ils envoient de l'argent à leur famille, permettant ainsi une amélioration des conditions de vie dans leur communauté. Les gouvernements des pays d'origine des migrants sont également intéressés par ces transferts de fonds qui jouent un rôle clé dans leur économie. Au Mali, par exemple, d'après une étude de la Banque mondiale, l'argent envoyé par les Maliens de France a contribué à la construction de 60% des infrastructures. D'autres migrants partent en raison de circonstances politiques. Ils fuient les guerres, les conflits ethniques, religieux, les violations des droits de l'homme et d'autres situations de ce type. Certains sont immédiatement reconnus comme réfugiés, souvent dans des pays voisins, d'autres deviennent des demandeurs d'asile. Ce soir, nous traitons un sujet ô combien important et ô combien délicat, l'immigration. Alors Sylvain, merci pour cette belle vidéo. Alors, moi, je vais commencer sur différents plans. Première chose, quand on voit à quel point les banques européennes sont réticentes sur le fait d'apporter des financements à des privés qui ont des projets, notamment, je prends l'exemple de l'Afrique, c'est une des causes principales des problèmes que nous vivons. Parce que quand on a des gens qui partent d'un pays, en général, ce n'est pas tellement par rapport à la pauvreté, parce que quand le pays commence à s'enrichir un petit peu, que ces gens-là ont les moyens de partir. Le problème, c'est qu'on va voir qu'on a des gens qui partent d'un pays, donc les forces vives de ce pays s'en vont, donc le pays ne peut pas se développer. Et de l'autre côté, on a des pays comme la France, l'Allemagne et les pays européens qui reçoivent ces personnes, que ce soit des immigrants légaux ou illégaux, et qui en fait ne peuvent pas les absorber, ne peuvent pas les accueillir, et très souvent qui vivent après d'aide sociale, étant donné les taux de chômage qui existent actuellement, surtout notamment depuis le fameux Covid. Donc c'est un double problème où tout le monde est perdant. Mais ça, c'est une volonté du système international, de certains qu'on pourrait appeler du nouvel ordre mondial, qui bloque les choses. Je peux citer un petit exemple que moi j'ai vécu. Il y a une vingtaine d'années, on avait un petit projet de développement d'une mine d'or dans un pays africain. Et ce projet était en plus bien appuyé par des analyses, etc. Et on avait l'intention de faire un accord gagnant-gagnant, c'est-à-dire 50% pour celui qui amène les fonds et 50% sur place pour le propriétaire africain de la mine. Et en plus, on devait éviter toute pollution. On avait trouvé des systèmes qui permettaient d'agir sans polluer. Et en plus de ça, on avait l'intention, après, une fois que la mine était exploitée, de refermer, de planter des arbres et de créer des routes, des hôpitaux et des écoles. Donc, c'était un projet gagnant-gagnant qui était très intéressant. J'ai fait, pour ne pas vous mentir, j'ai fait pendant 3 mois 17 banques avec un dossier complet. Ça a été niet, niet, niet. Il y a une volonté manifeste d'empêcher que ces pays se développent. Donc ça, c'est la première chose importante que je voulais dire. La deuxième chose, c'est par rapport au CNT. Donc le CNT a une position qui dit que la transition va durer 2 ans. Donc on pense au CNT que tous ces problèmes liés à l'immigration devront être décidés par le peuple et le peuple tout seul, c'est-à-dire par un référendum à la fin de la transition, que ce soit pour les questions du droit du sol, du regroupement familial, etc., etc. Et la position du CNT par rapport à ça, au départ, c'est de toute façon le droit et rien que le droit. C'est-à-dire que, par exemple, quand on parle de la ressource inconditionnelle, ça sera donc un revenu qui ne sera pas universel, mais qui sera un revenu réservé aux personnes qui ont la nationalité de notre pays. C'est-à-dire que si on a des personnes qui ont double nationalité, ils devront choisir. C'est normal. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre.
Par contre, les personnes qui sont nées sur d'autres sols et qui respectent les lois qui sont en vigueur dans notre pays, eh bien, sont parfaitement normales et parfaitement légales et parfaitement accueillies. La seule chose que je voulais dire par rapport à ça, en plus, c'est le problème des religions. Moi, je considère, comme l'a dit je ne sais plus quel philosophe, que toutes les religions sont des sectes qui ont réussi. D'ailleurs, j'inclus dedans la religion franc-maçonnique, qui est une secte qui a réussi, une religion qui n'a pas de Dieu, mais pour laquelle le Dieu, c'est tout simplement la secte elle-même. Le problème avec les religions, c'est que les grands maîtres qui ont créé au départ ces religions, je peux parler de Jésus, de Bouddha, de Mahomet ou même de Confucius pour les Chinois, sont des gens qui étaient des gens pacifiques, qui avaient un message de paix, un message qui n'était pas du tout violent et qui n'était pas du tout guerrier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Des psychopathes, comme ceux qui nous gouvernent actuellement, se sont servis de ces religions pour créer une domination sur les peuples. Et c'est toujours faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais au plus haut niveau. Si je prends l'exemple des papes Borgia, si tout le monde connaît l'histoire, la façon dont ils vivaient, la luxure dans laquelle ils vivaient, n'avait rien à voir avec les principes de la religion chrétienne. Donc on va voir dans toutes les religions des mini-sectes qui existent à l'intérieur même d'une religion. Je peux prendre l'Opus Dei, par exemple, en Espagne, qui a essayé de dominer et qui domine encore un petit peu une certaine partie de la vie là-bas. Et puis, de l'autre côté, on va voir des gens qui sont par contre fidèles depuis le début au principe de paix, comme l'étaient les Cathares, par exemple, dans la religion catholique. Dans la religion islamique, on a les salafistes, on a les frères musulmans, et puis de l'autre côté, on a les soufis, qui sont des gens très mystiques et très respectueux de la vie humaine. Donc, c'est un exemple que je donne parce que notre position au niveau du CNT, je ne vais pas parler de la position de tout le CNT, mais je parle simplement déjà au niveau de la mienne, c'est que la religion, c'est du domaine de la sphère privée. Donc, la religion ne doit pas se mêler de politique, que ce soit la conférence des évêques, que ce soit la Grande Mosquée de Paris ou que ce soit l'organisme des Juifs de France. Donc, à partir de là, à partir du moment où on part sur ce principe-là, eh bien, on respecte la liberté des gens parce que chaque personne a tout à fait le droit de penser ce qu'elle veut, de croire en ce qu'elle veut, mais chez elle et pas dehors et pas en essayant de faire du prosélytisme. Donc, pour moi, toutes les sectes, quelles qu'elles soient, que ce soit la franc-maçonnerie, que ce soit le salafisme, que ce soit les frères musulmans, que ce soit l'Opus Dei, toutes les sectes de toutes les religions doivent disparaître parce que c'est une atteinte à la liberté de l'individu, que ce soit la liberté de la femme, que ce soit la liberté de l'individu lui-même. Il faut faire très attention à ça si on veut redonner dans un nouveau paradigme la liberté au peuple. Le peuple peut se gouverner tout seul, sans politiciens et sans responsables religieux qui dictent des ordres à des personnes qui sont en fait trop crédules. Et très souvent, ces responsables religieux, comme je disais tout à l'heure, c'est faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Et très souvent, ces responsables religieux, quand certains sont violents, eux, ils restent bien tranquilles chez eux et ils envoient des personnes faire quelque chose de négatif. Donc, c'est quelque chose qui est, d'une façon générale, à éviter. Et au niveau du CNT, je pense que je vais te passer la parole, Philippe. Nous, ce qu'on veut, c'est que le peuple, à tout moment, à tout niveau, garde et retrouve sa liberté sans dépendre de qui que ce soit. Maintenant, chacun est libre de croire en ce qu'il veut, mais s'il vous plaît, que ce soit dans la sphère familiale, chez soi, et pas à l'extérieur. Voilà. C'est ce que moi je pense, mais tu peux prendre la suite, Philippe. Oui, je te laisse la parole. Oui, pas de souci. Donc, effectivement, j'allais rebondir sur la notion de sphère privée, parce que tu as dit interdiction des religions. Ben, chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Hein. Je veux dire que, bien sûr, le temps passe, et au fur et à mesure que le temps passe, les esprits se réveillent.
Beaucoup se rendent compte qu'un certain nombre de religions ont été créées, bien sûr, pour instrumentaliser les êtres humains. Et puis, il y a aussi des cas où la spiritualité est tout à fait présente. Moi, je me souviens pas dans l'Évangile que Jésus ait dit à un moment donné, j'instaure une religion, ou que Bouddha ait dit, quels que soient ses écrits, j'instaure une religion. Non, il s'est créé une religion après. On en a fait une religion de tous leurs principes, et en particulier de leurs principes spirituels. Donc, Pardon, voilà, donc, Philippe. oui. Pardon, Philippe. J'ai pas dit interdire les religions, surtout pas. J'ai dit Ah. interdire les sectes qui cherchent Interdire les à sectes. manipuler les individus. D'accord, mais comme tu dis qu'une religion, c'est une secte qui a réussi, le syllogisme était possible. Bon, voilà, donc je voulais juste effectivement mettre ça au point. Alors, bien sûr, et alors quel rapport avec l'immigration? Bien, évidemment que chaque fois qu'un pays, ou au sein d'un pays, des personnes, des groupes de personnes nombreux partent ensemble dans la direction d'autres pays, eh bien, ils doivent éventuellement faire face à des différences de religion, des différences de principes qui font effectivement partie, tout simplement, des différences culturelles. Et quand ils arrivent en Europe et en particulier en France, ils arrivent dans un pays, la France, qui est un pays qui a fait foi de laïcité. Alors, la laïcité, c'est pas de religion. Alors, c'est encore une autre religion, ça. Donc, la religion laïque, effectivement, comme on l'appelle aujourd'hui en France, elle existe et elle consiste justement à ne reconnaître la religion que dans la sphère privée, c'est-à-dire dans les termes de ce qu'on vient de dire à l'instant, et qui sont reconnus en France en tout cas. Donc, de ce point de vue-là, le CNT va pas trop faire bouger les choses. Après, là où il va faire bouger les choses, c'est sur la connaissance de ces religions, effectivement, hein. Et ça, c'est un autre débat. Alors, l'immigration, c'est venir chez d'autres avec ses propres convictions religieuses, ses propres civilisation, sa propre façon de voir le monde, et bien souvent, eh bien, elle n'est soit pas compatible, soit difficilement compatible, soit quelquefois compatible facilement avec les religions et les habitudes et les mœurs de celles et ceux qui nous reçoivent. Voilà. Donc, des immigrations en Europe ou dans le monde, il y en a eu tout au long des siècles. Il y a l'immigration religieuse, par exemple. Moi, mes ancêtres ont quitté la France parce que le protestantisme était réprimandé par Louis XIV et qu'on avait le choix entre se convertir au catholicisme ou bien mourir. Je dis pas partir, je dis bien mourir, car l'émigration était interdite. Et oui, c'était comme ça que ça se passait à ce moment-là. Donc Louis XIV, pour éviter une fuite des cerveaux, on va dire, qui était souvent présent chez les protestants, qui par ailleurs avaient beaucoup de présence dans l'économie française déjà à l'époque, eh bien, et pour éviter que ces gens s'en aillent, il leur a tout simplement interdit de partir, mais il les a enjoints de se convertir au catholicisme. Évidemment, beaucoup d'entre eux ont choisi de partir quand même et sont partis en toute clandestinité pour se réfugier dans des pays voisins, souvent comme la Suisse ou comme la Hollande, voilà, ou l'Allemagne, bien évidemment. Donc voilà, ça c'est un exemple d'émigration qui a eu lieu tout au long du XVIe, XVIIe siècle. Voilà, et puis maintenant, on vit aujourd'hui des émigrations qui sont liées à des déplacements de population, qui sont liés eux-mêmes tout simplement à des guerres, il faut dire les choses. Donc les guerres, parce que ce sont des guerres qui ont été conduites chez eux par des anciens coloniaux, ou bien des guerres qui ont été conduites entre pays voisins, mais agitées par les anciens pays coloniaux. Donc les anciens pays coloniaux, dont la France fait évidemment partie, sont toujours quelque part partie prenante dans le jeu de l'immigration. Et c'est en fonction des règles de droit que ces pays, donc occidentaux, établissent, que l'immigration va être plus ou moins forte dans tel ou tel pays ou plus ou moins forte dans tel ou tel autre, en fonction d'avantages qui sont donnés aux populations, en fonction de regroupements familiaux, voilà, en fonction de plusieurs paramètres qui dépendent uniquement des gouvernements qui reçoivent les immigrés. Alors, les gouvernements décident à un moment donné de recevoir des immigrés, ou bien ils tiennent compte de la vie de la population. Et est-ce qu'ils tiennent compte de la vie de la population endogène, aborigène, et savoir si les Français, entre guillemets, bien évidemment, d'origine, qu'on pourrait aussi, par ironie, appeler les Gaulois quelquefois, eh bien, est-ce qu'ils sont d'accord pour recevoir des Africains, des Asiatiques, des gens d'Amérique du Sud ou d'autres, peu importe? Eh bien, quelquefois, la réponse est non. La réponse populaire, évidemment. C'est-à-dire que quand on se promène dans la rue et qu'on dit avec tous ces immigrés, ça fait quoi? Ça fait qu'on a moins de travail.
Ah bon, on a moins de travail. Ça fait qu'il y a moins de sécurité parce que les émigrés, ils arrivent avec quoi? Ils arrivent par le bas, c'est-à-dire que ce sont les couches basses de la population qui émigrent parce qu'elles ne se sentent pas bien chez elles et qu'ils n'ont pas les moyens d'y rester bien souvent, ou qu'elles ont peur. Elles arrivent avec leurs amis, c'est tout ce qu'elles ont sur elles. Eh bien, ces gens viennent tout simplement, mécaniquement prendre notre travail, se faire payer au SMIC, vivre dans des taudis, récupérer le quelque argent qu'on va leur donner pour faire des fortunes en retournant dans leur pays. C'est quoi cette affaire? Donc, il se joue comme ça des drames, des questionnements, et puis tout naturellement, les populations se tournent vers le gouvernement. Expliquez-moi, monsieur le gouvernement, qui est censé gérer mes intérêts, comment se fait-il que je suis challengé dans mon travail par des émigrés qui parlent pas français et qui vont gagner la même chose ou pratiquement mieux leur vie que moi en fonction des allocations qui leur ont été généreusement accordées, en fonction du fait qu'ils sont émigrés pour des raisons politiques ou pour des raisons économiques, et voilà, et qu'ils sont en fait des réfugiés. Alors, le statut de réfugié leur confère la possibilité d'obtenir des mannes financières qui ne sont pas accessibles aux gens du pays autochtone. On peut concevoir que ça peut froisser certaines personnes, hein, on peut le concevoir. Donc, les réponses qui sont données ne peuvent être données que par les gouvernements. Est-ce qu'un gouvernement va donner une réponse favorable, je dirais, à une émigration qui vient d'un pays anciennement colonisé par la France, par exemple, ou pas? On a des exemples actuels d'Afghanistan, par exemple, où les personnes qui sont désormais aux prises avec les fameux talibans depuis le retrait des armées américaines se retrouvent tout seuls face à des bandits avec des couteaux entre les dents qui les menacent de les dépecer au motif qu'ils ont eu le mauvais goût de vivre sous l'occupation américaine. Et de ne pas aller vivre dans les grottes, comme c'était le cas de certains résistants qui aujourd'hui ont à nouveau pris le pouvoir. Ce sont des situations qu'on a connues dans le temps. Il s'est passé la même chose en Algérie au début des années 60. Il s'est passé la même chose dans un certain nombre de pays d'Afrique. Et après, évidemment, les populations qui ont, entre guillemets, collaboré se retrouvent très mal loties lorsque les anciens résistants deviennent les patrons et les prennent en otage ou les prennent tout simplement pour les tuer, quoi. Il n'y a pas d'autre façon de dire les choses. Donc, effectivement, il est logique, moi je peux comprendre, que cette émigration-là, ce soit une émigration de refuge politique. Et là, effectivement, on reçoit des personnes qui sont politiquement, pour des raisons politiques, menacées dans leur intégrité physique, dans le pays d'où elles viennent. Et on les accueille avec des solutions financières, des solutions effectivement d'accueil, où bien souvent d'ailleurs, ces mêmes populations sont relativement reconnaissantes par rapport au pays d'accueil de bien vouloir les accueillir. Et ça me renvoie vers la notion d'intégration morale. C'est-à-dire que il y a plusieurs types de personnes qui émigrent, on l'aura compris, pour des raisons différentes. Certains sont prêts à se fondre dans la logique, dans l'histoire du pays qu'ils rejoignent, en connaissant un petit peu les tenants et les aboutissants. Par exemple, le rayonnement de la France dans le monde, il est grand, y compris chez des personnes qui n'ont pas forcément été à l'école très longtemps. Elles entendent parler de la France comme du pays de la liberté, de la France comme un pays de cocagne, où il y a tout, un pays très riche. Quand elles arrivent, elles s'aperçoivent que, que les personnes pleurent un petit peu la misère, que les ressources ne sont pas uniformément réparties comme c'était écrit dans les romans, certains romans de Voltaire, et que donc tout n'est pas rose comme on le leur avait dit. Mais par contre, elles ont bien compris, pour certaines d'entre elles, éduquées qu'elles ont été au moment du départ et même avant leur départ des pays, sur un certain nombre de procédures administratives qui leur garantiront, une fois arrivées sur place en France, un certain nombre de garanties financières également et de retours financiers. Je ne vais pas les citer, hein, mais bon, il y a toute une série d'avantages. Alors, je suis pas en train de dire que ces gens arrivent dans le luxe, hein, je suis pas du tout en train de dire ça. Mais je dis que ces personnes arrivent, elles ont quitté leur pays, elles sont dans un traumatisme, et elles arrivent dans un pays qui n'a pas fait ce qu'il fallait pour les accueillir. J'entends par là, pour les accueillir par la population. Je répète, par la population, pas simplement par les aides de l'État français. Et ça, c'est un phénomène de convergence qui fait qu'on va dresser ces immigrés contre la population française, mécaniquement, par le jeu de la gouvernance. Alors tout à l'heure, Bruno disait très justement que la solution pour l'immigration, c'est le droit et rien que le droit. Bien sûr qu'il faut que cette immigration, elle soit légale, elle soit légalisée, elle soit contrôlée le cas échéant, et même pas le cas échéant, qu'elle soit contrôlée en permanence. Si les frontières de la France, car il n'y a pas d'immigration sans frontières, nous sommes bien d'accord, si les frontières de la France deviennent des passoires, ou simplement que lorsqu'on a fini d'attraper quelqu'un, on lui dit, faut que tu rentres chez toi, cher ami, voilà, la sortie c'est par là, et bonne chance. Bon, madame, monsieur ou la dame, il va partir, faire quelques pas, et puis il va se cacher, puis revenir, évidemment. Donc si on est dans ce genre de contrôle, de ce niveau de contrôle, ça ne convient pas.
Et c'est pour ça qu'on voit s'écharper des politiciens, hein, qu'on peut citer, hein, messieurs Zemmour et Mélenchon, tout à l'heure Bruno parlait, qui ont beau jeu de faire en sorte de, comment dirais-je, d'accélérer, de mettre de l'huile sur le feu des ressentis qu'ont les Français de souche, qui voient arriver des personnes qui viennent leur prendre leur confort, viennent empiéter sur leur propre confort, viennent empiéter sur leurs revenus, viennent empiéter sur leur travail, viennent parfois créer de la difficulté dans la délinquance, viennent imposer des religions qui sont totalement étrangères aux nôtres, etc., etc. On peut comprendre qu'effectivement, ça puisse froisser un certain nombre de gens. Mais que fait l'État dans ce cas-là? Ben, j'ai envie de dire, il fait rien. Il fait rien dans le sens de la réconciliation, ou tout simplement du dialogue entre ces différentes populations. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les personnes qui sont issues, comme on dit, d'une deuxième ou d'une troisième génération d'immigrés et qui ont fini par adopter les principes français. Mais c'est très compliqué parce que ce sont des personnes qui sont prises entre les traditions de leurs parents, qui sont des traditions humanistes bien souvent, des traditions religieuses, qui pensent le monde totalement différemment du nôtre, qui sont dans un monde non matérialiste alors que nous sommes dans un monde très matérialiste. Et ces personnes sont confrontées avec la tradition de leur famille et la tradition du pays qui les a vus grandir. Moi, j'ai beaucoup de compassion et d'admiration pour ces gens, lorsqu'ils sont intégrés, évidemment, parce que la tentation majeure, c'est de dire, moi, j'explose tout ça. Je dis au revoir à ma famille et je dis au revoir à ce pays qui me pose plus de problèmes qu'il ne m'apporte de solutions. Certes, je ne suis pas mort de faim. Certes, j'ai un toit sur la tête, mais suis-je un être heureux? Non. Est-ce que je pourrais éventuellement repartir dans mon pays? Ben, pourquoi pas? Si j'ai accumulé suffisamment d'argent, j'ai un pécule, je retourne dans ce pays, à condition que ce pays soit en paix et que je ne m'y fasse pas accueillir justement comme une sorte de Français, alors que je ne suis pas plus français que je ne suis africain ou asiatique. Voilà. Donc voilà, l'immigration, ça pose tous ces problèmes-là. Voilà. Et donc là, ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une logique étatique où on dresse les gens les uns contre les autres, exactement comme quand on fait de par la République et le système républicain, lorsqu'on fait voter les Français en général, c'est-à-dire ceux qui ont le droit de vote, et qu'on les dresse les uns contre les autres à 51 contre 49. Donc on est toujours dans une forme d'opposition, de dualité, et que fait le CNT au milieu de tout ça? Il promet que ça va changer, parce que maintenant il faut arrêter absolument la dualité, il faut arrêter absolument de diaboliser les personnes qui sont malheureusement amenées à immigrer. Alors il y a plusieurs sortes d'immigration, je l'ai dit tout à l'heure, et on va même aujourd'hui jusqu'à des séries d'immigration qui sont, comment dirais-je, manipulées, qui sont faites exprès, en quelque sorte, notamment des soldats, alors des jeunes gens qui arrivent dans un pays, ils sont célibataires, ils n'ont pas de famille, ils ont entre 30 et 40 ans, ils ont des téléphones portables qui valent une fortune, qu'on leur a donné au départ, ils ont eux-mêmes un pécule sur eux, et ils arrivent dans des pays pour faire quoi? Pour faire la paix, pour faire le travail, ou pour, comment dirais-je, pour faire un grand remplacement, c'est-à-dire voilà, avoir des intentions mauvaises. Et ces gens-là, on s'aperçoit qu'ils sont alors soit fichés S par la police, soit ils sont vraiment repérés, soit ils ont fait des choses terribles. Et c'est ceux-là qu'on nous envoie plutôt que les autres. Voilà, on aurait aimé plutôt voir des familles, plutôt que voir des hommes jeunes qui sont potentiellement délinquants. Alors là, il y a des questions qu'on doit poser au gouvernement. Et ces questions, elles ne sont pas posées aujourd'hui. Ou alors, quand elles sont posées, on n'a pas les réponses. Voilà, donc moi, je reviens à ce que le CNT pourrait faire dans cette situation-là. Ce qu'il fera à coup sûr, c'est s'en tenir à la loi. Premièrement, ne peuvent émigrer que les personnes qui en ont la possibilité légale. Évidemment, tous les autres seront invités soit à retourner chez eux, soit à faire autrement que de vivre sur notre territoire. Et puis deuxièmement, on ne reçoit pas les gens si on ne sait pas quelles ressources leur affecter, quelles ressources leur faire produire pour qu'ils aient leur rôle de citoyen dans ce pays. Et tant qu'il n'y a pas de projet, il n'y a rien n'est fait. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est dans une logique de chômage, bien évidemment, qui a explosé avec ce que nous vivons tous au quotidien, à savoir le SARS-CoV-2, alias le Covid-19, qui a bouleversé le paysage économique, politique, scientifique, médical, et j'en oublie. Et dans ce fatras-là, on voit une émigration de plus en plus prégnante, de plus en plus importante, dont on ne sait pas comment tout ça va se finir. Donc, CNT, ça va passer par la règle, par la loi, par la magistrature, par le respect des lois, effectivement, et par l'aide, et par le fait de tout simplement avoir cette émigration choisie, une émigration qui aura été calculée à l'avance, qui fera l'objet d'autorisation, etc.
voilà, moi, je pense qu'en la matière, il y a plein de choses à inventer. Il y a plein de pays qui ont géré de façon différente l'immigration. On peut parler des Allemands, on peut parler des Anglais et on peut parler des Américains. Les Américains exigent, par exemple, lorsque vous êtes depuis un certain temps aux États-Unis et que vous réclamez la nationalité américaine, eh bien, il faut passer un examen. Il faut faire une déclaration la main sur le cœur. Il faut épouser les États-Unis d'Amérique, si on veut vraiment être digne d'y vivre et d'y prospérer. Bah, ça, c'est une notion morale qui en vaut d'autres. Et nous, non, tout est open, c'est un territoire libre, bientôt européen, bientôt, on ne sait plus très bien si on sera encore français d'ailleurs, et c'est ouvert. Donc, c'est une grande ouverture dans la non-compréhension des choses, avec des émigrés qui nous connaissent de très loin, qui se font une très mauvaise idée, et des idées très fausses de ce que nous sommes et de qui nous sommes, nous les Français d'origine, qui sont bien souvent des idées préconçues qui ont été amenées par d'autres. Et qui n'ont bien souvent que de la colère vis-à-vis de nous, parce qu'on leur explique bien souvent que tous leurs maux viennent de nous. Alors de nous, pas vous et moi, évidemment, mais de nos dirigeants. Et quelque part, nous sommes les représentants de ce pays, et donc nous sommes mis un peu dans le même sac que les dirigeants. Donc ils n'ont pas de sympathie forcément pour nous, c'est clair. Certains, oui, bien évidemment, mais d'autres, non. Et quand vous faites venir des populations qui n'ont d'autres sujets que de vivre, c'est-à-dire s'implanter sur un territoire qui est ce qu'il est, avec son économie, avec sa géographie également, hein, et bien, et qu'ils ne prennent pas en considération les personnes qui y vivent déjà, ben la cohabitation va être difficile. Alors aujourd'hui, rien n'est fait dans le sens de la cohabitation, et je pense que demain, le CNT aux affaires devra tout faire pour que la cohabitation se passe bien, que les choses se passent bien, et que voilà. Et on ira bien évidemment à la source au nœud du problème, qui est la raison de l'immigration qu'évoquait tout à l'heure Sylvain. Pourquoi est-ce qu'on émigre? Alors ça peut être suite à un tremblement de terre, ça peut être suite à l'explosion l'éruption d'un volcan, ça peut être suite à beaucoup de choses, à des guerres évidemment, j'en passe. Donc voilà. Donc je crois que la responsabilité des pays dits riches, et effectivement, on est des pays riches. Hein. Je rappelle que vous et moi, on a du mal à finir les mois, mais quand le gouvernement décide de mettre de l'argent sur la table pour telle et telle opération, c'est à coût de milliards. Hein. Donc, on est des pays riches. Hein. Il faut bien le comprendre. Eh bien, les pays riches devraient aller à la source, vérifier pourquoi l'émigration. Est-ce qu'il n'y a pas une façon de traiter les populations qui veulent émigrer de telle sorte qu'elles restent chez elles avec des moyens différents, avec des moyens complémentaires, avec des moyens qui leur permettent de rester chez elles, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan géographique, que ce soit sur le plan mécanique, sur le plan matériel, etc. Donc voilà. Donc c'est de ça dont il va falloir discuter demain, cette immigration. Je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas d'immigration sans frontières. Est-ce que demain, on voudra les mêmes frontières qu'aujourd'hui? La réponse n'est pas nette. Est-ce qu'il y aura un redécoupage des nations? Est-ce qu'il y aura une concentration des nations, comme on a voulu jouer ce jeu avec l'Europe? Ou au contraire, est-ce qu'on va exploser les nations? Est-ce que la France va devenir une fédération de petits pays francophones? On ne sait pas. Demain, on ne sait pas comment les choses vont avancer. Par contre, le CNT, lui, il a une vision très claire des choses. C'est-à-dire que nous avons créé le CNT français, des Français. Donc, ce sont des gens qui ont la carte de nationalité française. Alors, quelle que soit la couleur de leur peau, par ailleurs. Donc, il n'y a pas de racisme au sein du CNT, pas plus qu'ailleurs d'ailleurs, mais surtout pas au sein du CNT. Voilà. Donc, on reconnaît en quelque sorte les frontières, puisqu'on peut créer une carte d'identité française, etc. Donc, les frontières, elles existent, on les prend en compte. Et plutôt que de dire, eh bien, on va ouvrir les pays pour faire qu'un seul grand pays de la planète Terre, qui, à mon avis, est un pari compliqué et difficile, on peut plutôt dire, on va créer les cours suprêmes des peuples souverains, une cour internationale qui va être en mesure de défendre les intérêts de peuples qui eux-mêmes sont à l'intérieur de frontières souvent artificielles, souvent tracées par des pays comme les nôtres, hein, les pays qui à l'origine et qui sont à l'origine de la colonisation tout simplement. Hein. Eh bien, ces frontières-là, on les garde parce qu'elles ont fait, je dirais, la preuve d'un certain équilibre. Mais par contre, les peuples qui sont à l'intérieur, ils sont pas d'accord. Ils veulent qu'on les reconnaisse. Ils veulent qu'on les reconnaisse dans leur culture. Ils veulent qu'on les reconnaisse dans leur religion. Et que ce soit sur place, chez eux, ou que ce soit chez nous. Donc, il va bien falloir créer, à un moment donné, une Cour suprême internationale où les peuples pourront adhérer
à laquelle les peuples pourront adhérer en se déclarant soit victimes de terrorisme et de tyrans, auquel cas ils vont pouvoir justifier leur statut, aller faire justifier leur statut. Et ça, c'est véritablement l'étape ultime de la mondialisation, dans le sens où tous les peuples pourront exister, cohabiter de toutes les façons possibles, sans qu'il y en ait un qui réprime plus les autres, qui soit plus dans la répression que d'autres peuples. Voilà, il faut que les peuples s'équilibrent en quelque sorte et se reconnaissent les uns les autres dans leurs traditions. Et les peuples primitifs, les peuples dits anciens, et les peuples d'Afrique notamment et d'Amérique du Sud, qui ont beaucoup de choses à nous apprendre désormais au milieu de la civilisation telle que nous sommes en train de la vivre, de la découvrir et de se dire qu'il n'y a pas que la matérialité, il n'y a pas que le matérialisme dans la vie, il y a aussi les choses de l'esprit. Et ces peuples-là, ils sont depuis longtemps, quand nous, depuis à peu près 2 siècles, nous les Occidentaux, avons perdu un certain nombre de liens, que ce soit avec la religion ou avec la spiritualité. Alors moi, tout à l'heure, Bruno parlait de la religion à la maison. Oui, bien sûr, religion à la maison, pas de souci, mais religion quand même. Donc, à un moment donné, si on perd ce lien à la spiritualité et à la religion, eh bien, un certain nombre de peuples vont disparaître. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Est-ce que cette laïcité, qui est une sorte de religion franco-française, a pour objectif de laminer l'histoire de la population de la planète pour ne plus garder que quelques paradigmes, que quelques façons de vivre ensemble qui soient mondialisées au travers des boissons à bulles, au travers de ce qu'on va manger, au travers de ce qu'on va se mettre dans les veines pour survivre, etc., etc. Ou bien est-ce qu'il y a d'autres possibilités pour vivre ensemble, c'est-à-dire de conserver les uns et les autres le mode de vie de chacun, tel qu'il a été déposé sur cette planète, avec ses habitudes, avec ses traditions. Voilà ce que l'immigration sous-tend. Et à part le fait de faire s'opposer deux journalistes ou 2 politiciens sur un plateau de télévision, aujourd'hui, comment est-ce qu'on discute correctement de ce qu'est l'immigration? Moi, j'ai quelques idées, mais je voudrais d'abord rendre la parole à mes collègues sur la suite de ce que l'on peut penser de l'immigration. Voilà. Alors, merci Philippe. Moi, il y a 3 choses que je voulais rajouter par rapport à ce que tu viens de dire. La première chose, c'est le rôle très important de l'enseignement. Il faut que les enfants, quelle que soit leur origine, qui sont en France, qui sont nés en France ou qui sont venus d'ailleurs, aient dans leurs cours, d'une part, des cours d'éducation civique très précis et très complets, et aussi des cours, notamment dans l'histoire, qui sont des cours qui leur enseignent, qui leur apprennent ce que c'est que toutes les religions. Ce qui fait que chacun pourra se faire une opinion une fois adulte. Parce que le problème qu'on a souvent, c'est qu'on a des gens qui sont nés dans un carcan et pas dans un autre. Donc, en fait, il faut que l'enseignement de toutes les religions, je ne veux pas dire enseigner les religions dans le sens où faire un catéchisme, je veux dire enseigner ce que c'est que chacune des religions avec son histoire, etc. Parce qu'à partir de là, chaque élève aura un esprit beaucoup plus ouvert. La deuxième chose que je voulais dire, c'est pour revenir à l'aspect financier, c'est que le but du CNT, c'est déjà d'instituer donc le nouveau système, le nouveau paradigme en France, mais de servir d'exemple, comme ça a été fait en 1789, à tous les pays du monde. Donc, il faudrait, là, je m'adresse particulièrement aux pays d'Afrique, on a des pays d'Afrique qui voudraient créer un CNT. Et on a des pays d'Afrique qui savent, notamment comme le Cameroun, qui savent qu'en France, on est en train de vivre actuellement une société de plus en plus dictatoriale. Le problème, c'est que le système mondial fait exprès que ces pays ne se développent pas. Ces pays sont extrêmement riches. Le problème, c'est que la fortune, elle est concentrée d'une manière inimaginable entre quelques personnes qui sont très souvent des dictateurs. Et le peuple meurt de faim. Alors qu'en fait, ce sont des pays qui sont extrêmement riches et qui pourraient être parfaitement au même niveau que les pays européens. Donc, c'est une des causes de l'immigration, c'est qu'en fait, on a maintenu, je dis on, le nouvel ordre mondial et les gens qui sont dans l'oligarchie, qui contrôlent, parce que pour les matières premières, etc., ça les arrange, qui contrôlent ces pays, on les a empêchés de se développer. Mais maintenant, les choses sont en train de changer parce que je reviens encore sur l'Afrique, on a un certain nombre de pays où les gens sont de plus en plus éveillés. Donc, moi, l'appel que je peux leur lancer, c'est bougez de votre côté, créez un CNT de votre côté, libérez-vous de vos dictateurs et à partir de là, vous allez pouvoir développer votre pays et vous verrez que toutes les personnes de chez vous qui sont parties en Europe parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, reviendront
dans leur pays pour le développer. Parce que c'est le problème qu'on a. Quand dans un pays, tous les cerveaux, tous les gens les plus intelligents s'en vont, comment le pays peut se développer? Donc, il faut faire tomber les dictatures. Donc, il faut arrêter ce système où on a quelques personnes qui dominent et qui s'enrichissent d'une manière honteuse. Si on parle du nombre de milliards qui peuvent être cachés en Suisse par tous les dictateurs africains et autres, c'est inimaginable. Vous ne pouvez même pas imaginer les montants que ça représente. Donc ça, c'est important et il faut que chaque peuple se prenne en main et dise ça suffit. Voilà. Et nous, ce qu'on veut au CNT, c'est que ça serve d'exemple, que le CNT soit installé et qu'à partir de là, ça serve d'exemple et que ça réveille tous les peuples. Voilà ce que je voulais dire pour compléter ce que tu viens de dire, Philippe. Alors, tout à l'heure, on parlait de frontières, pas d'immigration sans frontières. On s'aperçoit qu'il y a des peuples qui sont à l'intérieur des frontières et qui cohabitent à l'intérieur des mêmes frontières. Donc, il y a des peuples différents à l'intérieur des mêmes frontières. Si on prend l'exemple de l'Empire romain, alors ça nous ramène un petit peu à 2000 ans en arrière, mais c'est significatif. C'est-à-dire que Rome a conquis un certain nombre de pays qui avaient bien entendu d'autres habitudes, d'autres qui frappaient monnaie eux-mêmes, qui avaient leur propre dieu, puisqu'à l'époque c'était du polythéisme, hein, ils avaient leur propre panthéon, comme on dit, hein, leur propre sens de la divinité, et ils avaient leurs propres mœurs. Voilà. Et donc, à un moment donné, quand Rome a conquis les provinces, c'est-à-dire les quartiers vaincus à proximité, alors après, ça a été le bassin méditerranéen, puis ça a été l'Europe, voilà. À un moment donné, l'Empire est devenu si grand et si uniformisé parce que bien souvent l'armée romaine faisait des émules localement et enrôlait localement dans ses troupes des armées gauloises, des armées voilà. C'est d'ailleurs comme ça que Vercingétorix a fait partie, on va dire, des Jules César's Boys, pour prendre une expression un petit peu triviale, mais c'est-à-dire qu'en fait, il était tout à fait dans les troupes de Jules César au début de sa carrière, hein, Vercingétorix. Il a été formé aux armes et il a été formé à la guerre dans les troupes d'occupation romaine, tout simplement. Hein. À ce propos, oui. Philippe, Oui. je voulais citer une petite anecdote. On a souvent des gens du Maghreb qui se plaignent ou qui se plaignaient que quand ils allaient à l'école en France, on leur apprenait nos ancêtres les Gaulois. Eh bien, messieurs les gens du Maghreb, ou mesdames, il faut que vous sachiez que des monuments celtes, il y en a aussi au Maghreb. Donc, vos ancêtres étaient aussi des Gaulois parce que les Celtes étaient présents au Maghreb. Les Celtes étaient même présents en Terre Sainte, en Galilée, etc. Absolument. Là, tu fais allusion au mouvement migratoire, mais c'était pas là où je voulais en venir, mais on peut y revenir avec grand plaisir. Là où je voulais en venir, c'est que cet immense empire romain, il a été composé d'un patchwork de différentes civilisations, tout simplement. Celtes, effectivement, que tu viens de citer, gauloises, donc. Il y avait les Germains, bien évidemment. Et à un moment donné, au IIIe siècle après Jésus-Christ, dans les années 220, je n'ai pas la date exacte en tête, il y a un empereur romain qui s'appelle Caracalla, qui a fait un édit. Et dans cet édit, était déclaré que toutes les personnes qui naissaient à l'intérieur de l'Empire romain devenaient romaines, adoptaient les dieux, les lois romaines, la règle romaine. Voilà. Donc, c'était la mondialisation avant l'heure, en quelque sorte. Et c'est ce qui a bâti, justement, la civilisation gallo-romaine telle que nous l'avons vécue, nous, en France. Donc, voilà. Donc, cette intégration, cette façon de dire, vous n'êtes pas des immigrés, vous êtes des conquis. Vous êtes des personnes que Rome a conquis et qu'elle a transformées en esclaves, tout simplement. Hein. C'est-à-dire que soit vous êtes esclave, soit vous êtes un citoyen de deuxième zone, et vous payez l'impôt à Rome, tout simplement. Hein, voilà. Et une des marques de cet impôt à Rome, c'était justement le vin. Alors ça peut paraître étrange, mais le vin et les amphores romaines étaient taxés, bien évidemment. Donc une des grandes sources financières de revenus pour Rome, c'était le trafic du vin. Et le limes, c'est-à-dire la ligne frontière du Nord, définissait en quelque sorte aussi la frontière culturelle et géographique et agricole, en quelque sorte, entre ceux qui, au nord, buvaient de la bière pour ne pas payer l'impôt à Rome et ceux qui, au sud, buvaient du vin et payaient l'impôt à Rome. Voilà. Donc voilà le genre de choses qui appartenaient à l'Antiquité et qui étaient très claires. Les Chinois ont fait exactement la même chose.
au même moment, ou un peu avant même. Donc voilà, l'impérialisme, c'est ça, c'est lorsqu'une culture s'impose à toutes les autres, durablement, avec des lois très différentes. Alors bien souvent, ces lois sont répressives. Je demande une seconde. J'ai envie de dire, ils sont fous, ces Romains. Bah, c'était le nouvel ordre mondial avant la lettre. Avant la lettre. L'histoire se répète. L'histoire se L'histoire se répète. répète, ouais. Et quand on voit le dictateur Titus qui a, lui, décidé de faire des castes, l'histoire se répète. Oui, et puis c'est vrai que la culture romaine était comme un rouleau compresseur. Elle a écrasé notamment la culture celte, à tel point qu'on sait que les cathédrales ont été construites sur des anciens temples celtes la plupart du temps. Et c'est pas un hasard. Donc en fait, il y a toujours eu des gens qui ont voulu préserver les traditions plus anciennes. La seule chose, c'est que quand on a dans un pays comme la France toutes ces traditions anciennes, il faut qu'elles soient respectées par tout le monde, et c'est logique. Et il n'est pas question de reproduire ce qu'a fait l'Empire romain, et c'est pourtant ce qu'est en train de faire actuellement la communauté européenne, et derrière tous les gens du groupe Bilderberg, etc. Tous les gens qui veulent dominer la planète et créer un seul gouvernement mondial dans lequel les gens n'ont plus qu'un seul droit, celui d'obéir. Même chose pour le Parti communiste chinois. Absolument. Donc là, on est passé de l'immigration à la question de la mondialisation, tout simplement. Il n'y a encore pas si longtemps, on aurait pu craindre que nos maîtres soient américains, par exemple, avec la présence énormissime des armées américaines dans le monde, 650 milliards de dollars dépensés, je crois, pour entretenir cette armée, quand les Russes sont à 40 milliards et les Français à 15 milliards pour les ordres de grandeur. Donc ça, c'est une énormité civilisationnelle d'avoir cette armée-là. C'est l'équivalent de l'armée romaine au temps de l'Antiquité. Sauf qu'aujourd'hui, il s'avère que il n'y a plus les moyens. C'est-à-dire que les moyens financiers ont déserté en quelque sorte l'armée, notamment l'armée américaine, qui fait qu'elle se retire aujourd'hui tout simplement de l'Afghanistan, qui fait qu'elle se retire à peu près de tous les endroits où elle était présente. Donc voilà. Et donc ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on avait imaginé dans notre enfance comme étant l'impérialisme américain est en train de basculer vers un impérialisme chinois, puisque c'est un mystère pour personne que la Chine a récupéré une grande partie de l'argent mondial et qu'elle est désormais en position de dicter sa loi. Donc le nouvel empire romain aujourd'hui, c'est la Chine, qui a eu une logique d'expansion pendant quelques centaines d'années à l'intérieur des différents 5 empires qui ont été conquis dans la Chine telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais qui faisait autrefois l'objet d'empires séparés et bien séparés. Eh bien, ça fait déjà des milliers d'années, on peut le dire, que la Chine a l'habitude de vivre dans une logique globaliste que seul l'Empire romain peut reproduire en termes de comparaison, en quelque sorte. Voilà, donc on est en train peut-être de se poser la question de savoir si c'est pas demain, la Chine ne va pas prendre un impérium, donc l'emprise sur le reste du monde, alors que jusqu'à maintenant, elle est restée assez tranquillement au sein de ses frontières classiques dont elle pourrait bien sortir. Alors sortir comment? On va sortir justement en faisant en sorte que nous ne soyons pas des immigrés, parce qu'il n'y a pas pour l'instant, il n'est pas question d'envoyer des travailleurs français en Chine, en tout cas des travailleurs de main d'œuvre, tout simplement. Mais il est question peut-être, je dis bien peut-être, d'imposer des règles à caractère chinois et en particulier à caractère communisant dans des pays qui jusqu'à maintenant non seulement n'étaient pas communistes mais qui se battaient contre ce type de projet politique. Voilà. Donc l'immigration, elle peut se traduire, elle peut également se transformer en un impérium transposé d'un pays énorme qui va imposer sa loi ailleurs, y compris dans des pays qui jusqu'à maintenant imposaient la leur. Donc, quand vous allez me dire, c'est un juste retour des choses, sauf qu'on n'est pas dans un jeu. Et le but de tout être humain et de toutes les civilisations humaines, c'est de vivre heureuses tous ensemble sur la même planète. Voilà, donc est-ce qu'on va vivre heureux tous ensemble sur la même planète? C'est la vraie question. Est-ce que ce sera l'immigration qui va nous faire nous rejoindre ou nous séparer? À mon avis, ça fait partie du jeu, mais c'est pas la seule chose qu'il faut prendre en compte. L'autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est la volonté des puissants, c'est-à-dire de ceux qui nous dominent aujourd'hui véritablement et qui ne sont pas forcément en façade, qu'on ne voit pas forcément tous les jours, eh bien leur volonté à eux de savoir si ils veulent garder un contingent humain plus ou moins important. Alors par le jeu, bien évidemment, de l'immigration qui consiste à déplacer des surpopulations vers des zones moins peuplées, c'est une première réponse.
mais aussi par le jeu de l'eugénisme qui consiste à limiter la croissance humaine, tout simplement. Et on revient toujours aux mêmes questions sur la diminution du nombre de personnes sur cette planète. Est-ce que c'est par ça que doit passer l'évolution? Est-ce que c'est par ça que l'humanité doit passer demain? Voilà les questions qu'on se pose aujourd'hui. Et il y a une question que je me pose aussi, Philippe, c'est bizarre. Comment se fait-il qu'il n'y a pas autant d'immigrés qui partent vers la Chine actuellement? Ben voilà, hein. Donc ça c'est la bonne question. Donc je pense que là, une des réponses, c'est qu'ils disposent d'un réservoir de 20% de l'humanité, qui leur permet d'avoir un réservoir de main-d'œuvre évidemment, qu'ils payent à des conditions qui ne sont pas soumises ou pas passées au crible des lois sociales telles que nous les connaissons, notamment en Europe et en particulier en France. Donc ils les payent très peu. Et donc ils n'ont aucune concurrence à l'extérieur de ce pays pour une immigration de gens qui forcément iraient vers le moins-disant en termes d'offres sociales, puisqu'on est dans un pays communisant, hein. Et dans le pays communisant, on offre non pas la vie aux gens, mais la survie. Et effectivement, ils sont dans une logique de survie. Alors, de survie lorsqu'ils ont du travail. Moi, j'avais été très surpris d'apprendre que les usines en Chine étaient entourées de barbelés, parce que je pensais que c'était pour empêcher les ouvriers de s'évader de l'enfer de l'usine dans laquelle ils travaillaient. Et en fait, j'avais tout faux. C'était pour empêcher les ouvriers qui étaient à l'extérieur de se battre pour obtenir du travail à l'intérieur de l'usine. Voilà. Donc, quand on a ce genre d'exemple, quand on a ça en tête, ben, on comprend mieux comment se passent les choses et on comprend mieux dans quel sens les choses vont se passer. Donc, si nous nous laissons en quelque sorte envahir par une immigration intellectuelle, mécanique, spirituelle, comptable, financière, comme sais-je encore, par un pays dominant qui risque d'immigrer chez nous par la violence et pas forcément par le bas, c'est-à-dire qu'on va pas forcément avoir des Chinois chez nous pour travailler dans les tréfineries qui n'existent plus parce que justement elles sont toutes parties en Chine, mais on risque d'avoir une immigration par le haut de gens qui viennent pour nous imposer un impérium politique sur lequel on ne sera pas forcément tous d'accord. Voilà plutôt vers quoi, de mon point de vue, vers quel type de problématique l'immigration nous conduit. Le PCC, le Parti communiste chinois, n'a pas besoin de travailleurs, n'a pas besoin de bras, puisqu'ils ont des robots à toute épreuve qui permettent justement de remplacer tous les travailleurs. Par contre, il y a une immigration financière qu'il faut contrôler et que le CNT va contrôler. C'est le fait que des Chinois ou d'autres, ou mettons, je sais pas, je peux prendre l'exemple des Émirats ou de différents pays qui sont très riches et qui viennent acheter à tour de bras nos sociétés, nos hôtels, nos terres. Ce qui fait que la France, maintenant, appartient déjà en partie à des gens qui ne sont pas français. Et donc ça, c'est pas tellement normal non plus. Surtout, si je parle des terres, surtout pour nos agriculteurs. Voilà. Alors, au sein du CNT, on aura la volonté, en tout cas, d'avoir une vision globale, comme on a toujours eu, pour pouvoir analyser les problèmes, les prendre dans le bon sens, de la meilleure des façons. Et non pas simplement pour agiter les uns contre les autres des populations qui sont déjà parfaitement maintenues dans un état de confusion, voilà, dans un état de confusion mentale, que ce soit à travers du Covid ou d'autres choses. Et ces populations, il faut évidemment les protéger et pas leur proposer quelque chose à comprendre qui soit incompréhensible. Or, pour l'instant, il n'y a pas de guide, il n'y a pas d'objet, il n'y a pas d'objectif, à part nous dire que Monsieur Macron nous dire que la bête est là. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. La bête de l'événement arrive. La bête des événements arrive. Alors, je ne sais pas trop si c'est une allusion biblique. Je serais surpris qu'il ait lu la Bible, mais pourquoi pas. Donc, à part nous envoyer des paroles de peur, parce que c'est de ça qu'il s'agit, hein, ce sont des paroles de peur, on nous avertit que ça va mal se passer et qu'on a intérêt à s'y préparer, quoi. Ben, nous, au CNT, on dit non, on veut penser un monde autrement, on veut penser que le mélange des cultures, c'est positif et pas négatif, on veut penser que, voilà, il y a un certain nombre de populations qui ont vocation à vivre côte à côte ensemble et s'échanger plutôt que de se taper dessus, et on veut penser que les guerres, c'est quelque chose qui est mis en œuvre par les dirigeants et pas par les gens qui font la guerre, ceux qui sont sur le terrain. Ça n'a jamais été comme ça. Donc, si demain on est capable de se parler entre populations par des moyens techniques qui sont disponibles aujourd'hui via Internet et via d'autres, hein, eh bien, si les peuples se parlent entre eux, eh bien, je pense tout simplement que les motifs de fâcherie, les motifs de guerre disparaîtront, que les souvenirs effectivement resteront, évidemment. Mais la seule chose qui restera à protéger, c'est cette planète.
cette planète qui héberge le vivant, et le vivant en général, qu'il s'agisse de l'humanité ou du règne animal ou même du règne végétal, eh bien, il s'agit désormais de faire très attention à ce qu'ils puissent, ces trois règnes-là, continuer de vivre ensemble dans l'harmonie. Et c'est, à mon sens, la seule chose qu'il faut prendre en compte. Et donc, pour ça, faire des projets, être dans la positivité, pour éviter de considérer que l'enfer, c'est l'autre. Comme a dit un certain philosophe. Non, l'enfer, c'est pas l'autre. L'autre, c'est notre ami, c'est celui vers lequel on va aller chercher des idées nouvelles et réciproquement. Voilà ce que c'est que l'autre. Mais ça, par contre, ça demande un travail sur soi que le CNT permettra à chacun d'entre nous de faire lorsque, pendant la période de transition, les personnes bénéficieront notamment du temps et des aides matérielles suffisantes pour réfléchir à tous ces sujets-là. Voilà ce que nous allons faire au sein du CNT. Ça va durer le temps d'une transition qui va durer 2 ans, 3 ans, et à l'issue de laquelle les Français vont non seulement choisir leur mode de gouvernance, mais ils vont choisir par référendum ce qui est bien, ce qui est moins bien dans l'immigration, parce que c'est là qu'il faut quand même en arriver. C'est que autour de ce micro, nous sommes 3 personnes à donner notre avis sur l'immigration, qui est le sujet du jour, mais notre avis ne compte pas beaucoup. Ce qui va compter, c'est évidemment l'avis des Français que nous demanderons lorsque nous serons aux affaires et lorsque nous serons arrivés au terme de la fameuse transition entre 2 et 3 ans. Voilà, ça fera partie des grands sujets qui seront abordés par référendum et pas seulement au travers de la Cour suprême du peuple souverain qui nous semble, pour ce type de sujet aussi important que ça, un peu restrictive. Nous pensons que le référendum national devra aborder ces sujets-là. C'est pour ça que le CNT, pour nous, c'est la voie du juste milieu et comme le dit notre slogan, c'est la voie du peuple, de la liberté. L'information à retenir pour demain samedi, c'est la marche pacifique en la présence de la généticienne Alexandra Orion-Caude, marche pacifique qui aura lieu donc à Lyon contre le pass sanitaire et pour la liberté. Le moment est venu de se dire au revoir. Merci Philippe, merci Bruno. Nous vous souhaitons un excellent week-end. Prochain rendez-vous avec le Conseil national de transition, ce sera lundi à 20h30. Excellent week-end, liberté.